Bismillah. Magnus allait donner l'ordre à Tabrisia de revenir à Tantallon quand elle capitula à la seule condition d'emmener Stephen Galbraith afin de terminer leur travail. Magnus expliqua à Margaret qu'il désirait que sa compagne abandonnât sa position privilégiée dans la maisonnée et qu'elle fût désormais plus discrète. Lorsqu'elle croisait la beauté brune, Tabrisia éprouvait de la compassion pour elle. Magnus avait décidé de trouver un époux pour sa fille et il ne s'en cachait pas. Depuis qu'elle avait appris qu'un bon mariage lui donnerait une certaine liberté, Tabrisia n'y était plus farouchement opposée. Mais elle insistait pour donner son avis. « As-tu quelqu'un en vue » demanda Magnus. « Que pensez-vous de Stephen ?»« Un commis » s'indigna Magnus. « Tu veux épouser un malheureux commis ? Ta mère se retournerait dans sa tombe. Par le Christ, alayhi salam. Je n'ai pas pu l'aider, mais je verrai sur l'avenir de ma fille. Dussé-je en mourir ? D'ailleurs, ça ne va pas tarder à m'arriver. J'ai des douleurs dans la poitrine qui me poignardent le cœur. Je veux te voir mariée avant de mourir. Devez-vous vous mettre en colère chaque fois que je parle ? Je ne suis pas amoureuse de Stephen, mais nous nous entendons bien. L'amour ? Que diable cela a-t-il à voir avec un mariage ? La sécurité, l'argent, la puissance, le pouvoir, voilà des qualités qu'il faut rechercher chez un mari. Père, montrez-moi ce merle blanc et je vous promets d'étudier la proposition. Magnus sourit. C'était la première fois que Tabrisia l'appelait père. J'ai déjà reçu une offre pour toi. Sa lignée remonte à des siècles. La famille royale des Stuart est récente comparée à la sienne. Il possède 2 titres de comte et peut lever 1000 hommes d'un geste de la main. Tant son clan est important. De quoi a-t-il l'air ? Tu le verras toi-même. Il vient dîner demain soir. C'est tout ce que vous allez me le dire ? Voyons, c'est un lord et un baron. On s'use de ces 2 titres de comte. Suffit, je vois bien que vous aimez me taquiner. Je réserve mon jugement jusqu'à ce que je rencontre ce prince parmi les hommes. Des remparts du château de Tantallon, Tabrisia regardait arriver la cavalcade d'une centaine d'hommes dans la livrée bleue et blanc de leur clan. Chaque soldat arborant un cœur roux sur la poitrine. Elle se fit attendre 1 heure avant de descendre dîner. Sa robe avait une jupe de velours noir et un corsage turquoise, avec un décolleté audacieux et des manches extravagantes. Elle portait de magnifiques pendants d'oreilles de béryl bleu. Tabrisia, je voudrais te présenter James, le comte de Douglas. Rejetant la nuque en arrière, elle contempla la haute silhouette du seigneur noir qui lui souriait. Bonsoir, l'ami du port. Seigneur, quand vous renversez la tête de cet air farouche, j'ai envie de me réchauffer la flamme de votre chevelure. Vous vous connaissez ? S'inquiéta Magnus. Je sais qu'il est l'homme le plus impudent de toute l'Écosse, plaisanta Tabrisia. Comme James s'inclinait devant elle, Tabrisia aperçut le cœur des Douglas incrusté de diamants sur son pourpoint. À cet instant, elle comprit sans aucun doute possible qu'elle aimait Royce Cockburn et qu'elle n'aimerait jamais personne d'autre aussi intensément. Un amour comme celui-là n'arrivait qu'une fois dans la vie. Il lui était impossible d'épouser son meilleur ami. Royce serait toujours entre eux. Elle ne voulait pas du comte de Douglas, mais s'il aimait les rousses indentées, elle connaissait la parfaite compagne pour lui. « Allons dîner, dit-elle en lui prenant le bras. La raison pour laquelle je ne peux pas accepter votre offre vous semblera moins désagréable après un bon repas. » Tabrisia et James s'amusaient de la situation. Mais pas Magnus. Il maugréa perdant les 2 premiers plats jusqu'à ce que sa fille décide de lui changer les idées. « Mon père et moi avons décidé de nous rendre à la cour pour Noël. » « C'est une bonne idée, dit James. La plupart des aristocrates écossais se trouvent actuellement en Angleterre. Si aucun ne vous convient, vous pourrez choisir parmi les nobles anglais qui sont beaucoup plus riches que nous. Avant la fin de la soirée, Magnus était si convaincu de la justesse du projet qu'il en parlait comme si l'idée venait de lui. Tabrisia pensait à Royce. Elle était tentée de devenir sa maîtresse puisque c'était la seule façon pour eux d'être ensemble. Mais sa mère avait connu semblable expérience, et Tabrisia voulait la protection des mariages. Elle refusait d'infliger à ses enfants le stigmate de la bâtardise. En partant en Angleterre, elle mettrait le plus de distance possible entre elle et l'aventurier. Une larme coula le long de sa joue. Elle devait trouver un moyen d'exorciser l'influence de ce diable séduisant. Margaret Sinclair fut amèrement déçue en apprenant que Magnus ne l'emmenait pas. Elle jura de se venger de lui et de sa fille. Qu'il lui mit au monde une bâtarde lui était indifférent, mais qu'il la ramena à la maison comme un trophée, c'était insupportable. Et voilà que la garce serait présentée à la gourde. Margaret commença à préparer sa vengeance.
Madame Hall était enchantée que Tabrizia la jugeât digne de l'accompagner en Angleterre. Elle s'occupa activement de la garde-robe de sa maîtresse. Dans la chambre de Tabrizia, des malles à moitié remplis débordaient de somptueux vêtements décorés de rubans et de fourrures, de délicats dessous en satin et en dentelle. S'empilaient sur les lits à côté de mollaises, robes de chambre en velours. En plus de leurs affaires personnelles, ils emportaient aussi des meubles. Magnus emmenait ses chevaux dans 2 petits palefrois pour Tabrizia. Il louerait une maison à Londres et son navire, l'Ambroisie, resterait amarré sur la Tamise. Avant que Tabrizia ne se retirât pour la nuit, Magnus frappa à la porte. Il apportait un coffre de bijoux, dont une parure d'améthyste qui avait appartenu à sa femme. Tabrizia éprouvait depuis peu une certaine tendresse pour le comte d'Ormistan. Avec sa voix de stentor et son visage ravagé, qui avait été si beau autrefois, sa générosité l'emplissait de gratitude. « Je suis venu te dire bonsoir et t'apporter ces bijoux. »« Quelle splendeur! Le violet est ma couleur préférée. Les améthystes sont de l'exacte nuance de tes yeux, comme elle l'était des siens, » ajouta Magnus tristement. Tabrizia comprit qu'il pensait à sa mère. « Parlez-moi d'elle. »« J'adorais ta mère. Quand je fais quelque chose pour toi, j'éprouve une joie infinie à l'idée de le faire pour l'enfant de Daniel. J'étais déjà marié quand je l'ai rencontrée à la cour. Elle était la fille d'une des dames de la reine et je l'ai aimée au premier regard. Je me suis débrouillé pour qu'elle devienne une dame de compagnie de ma femme et elle est venue sans hésiter à ton talent. Elle était trop bonne pour ce bas monde. Je me souviens d'un après-midi de printemps. Nous étions partis faire une longue promenade à cheval. Une violente tempête de neige s'est brusquement levée. J'ai eu peur pour Daniel. Nous nous sommes réfugiés dans la hutte d'un berger. Nous étions seuls, coupés du monde. Après avoir attaché les chevaux dans le petit abri, j'ai allumé un feu dans la cheminée. Mes sacoches de sel étaient remplies de vin, de fromage et de petits gâteaux. À la tombée de la nuit, je me sentais de plus en plus amoureux. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu une brebis bêler désespérément. Je lui ai expliqué que l'animal était près d'engueuler. Daniel était folle d'inquiétude à l'idée que cette fichue bête mette bas pendant la tempête de neige. Elle m'a obligé à sortir toutes les 10 minutes pour vérifier que tout allait bien. Puis avait eu des triplés, 3 petites choses paralysées par le froid. Nous les avons portées à l'intérieur et frottées pour que le sang circule. J'ai dû faire fondre de la neige pour les nettoyer. Crois-tu qu'elle était satisfaite de mon labeur? Jamais. Au lieu de me laisser ramener les agneaux à leur mère éplorée, elle m'a forcé à aller chercher celle-ci pour qu'elle passe la nuit avec nous. Rien de tel pour éteindre les ardeurs du plus amoureux des hommes. Et pourtant, je chéris le souvenir de cette nuit-là. Merci de me l'avoir raconté, dit Tabrizia, la gorge serrée. Daniel était trop bonne, trop désintéressée. Elle ne pensait jamais à elle-même, ce qui est la première leçon à prendre dans la vie. Mais pour toi, ce sera différent. Essaie de dormir, nous levons l'ancre à l'aube. Ils embarquèrent sur l'Ambroisie le dernier jour de novembre. Tabrizia se réfugia à l'intérieur pour s'abriter du froid. Il neigeait et le vent soufflait en rafales, sans posséder l'ameublement exotique et l'atmosphère de la sorcière des mers. Le navire était confortable et luxueux. Ils mirent 2 semaines pour rejoindre l'embouchure de la Tamise. Après avoir souffert quelques jours du mal de mer, Tabrizia profita du voyage. Bien que les documents et les dettes dont elle avait hérité eussent été rangés dans le coffre de son père à la banque, elle trouva encore plusieurs sujets de conversation à discuter avec Stephen Galbraith. Magnus avait fait comprendre au jeune homme qu'il ne serait toléré qu'en cessant de courtiser sa fille. Ses sentiments profonds ne changèrent pas, mais Stephen fit un effort pour modérer son attitude envers Tabrizia. Lorsqu'ils atteignirent le sud de l'Angleterre, le climat se fut plus doux, et Tabrizia monta sur le pont pour regarder manœuvrer le grand navire par un après-midi ensoleillé de décembre. En Écosse, on se serait cru au cœur de l'hiver, mais ici tout était encore aussi verdoyant qu'à la fin de l'été. De nombreux bateaux s'activaient sur le fleuve, la jeune femme se sentit soudain vivante, libre et pleine d'espoir, des navires du monde entier accostaient dans le port. Les marchandises avaient déteint sur les docks en bois où elles étaient déchargées depuis des dizaines d'années. On reconnaissait le noir du charbon, le blanc de la farine, le bleu de l'indigo, le brun du tabac et même le pourpre du vin. Parmi les senteurs aussi variées que les couleurs, les relents de poissons se mêlaient aux effluves d'épices et à la puanteur des pots. La saison des fêtes de fin d'année n'allait pas tarder à commencer à la cour.
Ils jetèrent l'ancre à Greenwich, à 8 kilomètres de la ville. Stéphane s'empressa de rejoindre la cour. Il fallut 5 jours à Magnus pour louer et installer une maison. Tabrisia n'avait jamais vu autant de monde. C'était le premier Noël que la reine Anne passait dans son nouveau pays. On racontait qu'elle était arrivée à Windsor avec 5000 cavaliers et 250 attelages. Plus de la moitié étaient des nobles écossais qui avaient dû s'équiper pour rivaliser avec les Anglais, beaucoup plus fortunés qu'eux, et recourir à des usuriers comme Abrahams pour couvrir leurs dépenses, hypothéquant leurs terres. L'avant-veille de Noël, pour sa première apparition à la cour, Tabrisia choisit une robe de velours blanc, au corsage incrusté de perles en cristal, qui accrochait à la lumière. Magnus, resplendissant dans un pourpoint de velours Bourgogne, était presque aussi fébrile que sa fille. Il aida à ajuster sa fourrure de renard blanc autour des épaules et lui enjoignit de se dépêcher. Un de ses hommes, Jasper, avait reçu l'ordre de veiller sur les moindres faits et gestes de Tabrisia, mais de façon si discrète qu'elle-même devait ignorer sa présence. Le roi Jacques Ier habitait Whitehall et c'était en son palais que se déroulaient les festivités de Noël. Des centaines de bougies illuminaient la salle du trône où les invités ne cessaient d'influer. On n'avait pas la place pour danser ni pour s'asseoir. L'alcool coulait à flot. Parmi les bavardages et les badinages amoureux, au centre de la pièce, la reine Anne et ses dames de compagnie paradaient dans leurs magnifiques costumes. Les hommes avaient revêtu des peaux de bêtes exotiques et les femmes des tenues aux couleurs chatoyantes, décorées de bijoux extravagants. Toutes les participantes récitaient un monologue, mais leur voix était noyée par les rires et les conversations. Magnus avançait lentement à travers la foule, saluant en passage tous les Écossais. Au bout de 2 heures, il parvint à approcher le baldaquin du roi. Jacques Ier aimait la compagnie d'hommes jeunes, et ses favoris l'entouraient. Certains venaient d'Écosse, d'autres avaient été choisis parmi la fleur de l'aristocratie anglaise. Son page, Sir John Ramsay, un adolescent de 18 ans, au visage efféminé, était assis à sa droite. À sa gauche, Harry Wriothesley, le jeune comte de Southampton, se moquait de la mascarade de la reine. Les hommes de la cour resplendissaient dans des tissus d'or, de pourpre et d'écarlate. Les pourpoints rembourrés exagéraient la vigueur des torses et les jambes étaient gainées d'étoffes bigarrées. La tenue simple de Magnus était démontée. Après avoir été brièvement accueilli par le roi, Magnus prit la main de Tabrisia pour retourner au centre de la pièce où il avait aperçu sa belle-sœur Catherine. « Magnus, comme c'est merveilleux de vous voir. Merci d'avoir amené Stéphane à Londres. Kate, je suis heureux de vous retrouver. J'ai amené ma fille à la cour, mais j'ai peur de la perdre dans cette foule. Venez demain à Somerset House. La reine y est installée. C'est de l'autre côté du Strand. On l'appelle maintenant Denmark House. La reine ne fait qu'une apparition symbolique dans ces grandes fêtes. Elle retourne ensuite à sa propre cour où l'atmosphère est beaucoup plus raffinée. Nous partons maintenant avant que le chahut ne dégénère et je vous conseille d'en faire autant. » Tabrisia, émerveillée, appuya la tête contre le velours du carrosse. Le lendemain promettait de nouvelles aventures qu'elle était impatiente de vivre. Pour sa présentation à la reine, Tabrisia choisit une robe de velours abricot égayée de rubans de satin crème qui se nouait haut sous la poitrine, attirant l'attention sur ses seins sans que le décolleté fût trop posé. Catherine Galbraith les guida vers la pièce de réception ornée d'innombrables miroirs. La reine était très populaire en Angleterre, et pour cette seule raison, le roi la tolérait et l'entretenait sur un grand pied. Bien qu'il y eût plusieurs jeunes gens présents, la salle résonnait de rires féminins. L'atmosphère était légère, spirituelle, et Magnus se détendit quand Tabrisia fut présentée aux dames de compagnie. La reine s'entourait d'Écossaises et d'Anglaises, dont la plus jeune était la brune et piquante France Howard, ainsi que de Danoises, de grandes blondes à l'accent délicieux. Catherine Galbraith persuada Magnus que sa fille serait entre de bonnes mains. Il savait pertinemment que les prétendants l'aborderaient plus facilement en son absence. La reine Anne avait une peau opaline, pleine d'entrain. Elle ne se levait jamais avant midi et dansait jusqu'à l'aube. Les dames de la cour étaient toutes très sophistiquées et semblaient beaucoup plus âgées que Tabrisia. Mais la seule rousse de la pièce attira bientôt l'attention d'un jeune aristocrate anglais.
Quand il la complimenta sur sa robe, elle se demanda un instant s'il ne se moquait pas de sa tenue de fillette sage. « Je me sens comme une enfant parmi toutes ces ladies, dit-elle ravie. « Vous avez le corps et la bouche d'une femme, répliqua-t-il en souriant. Et vif comme l'éclair, il déposa un baiser sur ses lèvres. « Je ne connais même pas votre nom, monsieur, s'écria-t-elle choquée. « Pembroke, ma chère. » Soudain, les portes furent ouvertes avec fracas et le roi fit son entrée. « Et toi, Annie, j'ai à te parler, brailla-t-il, en poignant de l'index la reine qui frémit de dégoût. « Tu t'es montré fort impoli avec Southampton. Tu l'as insulté et tu vas m'en rendre raison. C'est un provocateur, un débauché, un ivrogne, et tout le monde sait qu'il... Sire, reprit la reine dignement, une de mes dames est enceinte de ses œuvres. Je lui ai interdit de paraître à ma cour. » Tabrizier était stupéfaite que le roi osât parler ainsi à la reine en public. Pembroke semblait s'amuser de la scène. « Ayez pitié de nous, madame, murmura-t-il. Nous étions si fiers d'Élisabeth. Nous ne savions que faire de cette étrangeté d'écossaise. » Tabrizier n'osa pas éclater de rire. Après avoir tapé le bras de Pembroke avec son éventail, elle l'ouvrit pour dissimuler son sourire. Sur un signe de la reine, Catherine s'avança avec Tabrizier. « Vous serez un des ornements de ma cour, dit la souveraine. Je vous nomme dame de compagnie, puisque tant de mes amis sont dans des situations délicates. » Tabrizier accepta avec grâce l'honneur qu'on lui faisait. La reine est très populaire à Londres, même si elle est dépensière et avide de plaisir, lui dit Catherine un peu plus tard. Je suis certaine que votre séjour à la cour vous plaira. Venez, je vais vous trouver une chambre pour les nuits que vous passerez ici. France Howard se joignit à elle et Tabrizier fut heureuse que leurs chambres fussent voisines. Situées au dernier étage de Denmark House, les pièces, bien que petites, offraient tout le confort raffiné dont pouvait rêver une femme. Magnus fit transporter une partie de la garde-robe de sa fille au palais et lui conseilla de commander de nouvelles robes dans le style en vogue à la cour. Personnellement, il n'approuvait pas ces décolletés si audacieux ni les corsets qui soulevaient les seins, mais si la reine donnait le temps, avait-il son mot à dire. La reine attendait la venue de son frère, le jour de Noël, le duc Ulrich de Holstein, et son entourage danois logé à Whitehall. Ils avaient été invités pour l'investiture du jeune prince Charles comme duc d'York. En prévision de cette visite, la reine mobilisa toutes ses dames de compagnie. Quand Tabrizier entra dans la chambre royale, elle vit une jeune femme en train de peindre les seins de la reine. La dernière mode voulait qu'on dessinât les veines en bleu et les mamelons dans des teintes or ou écarlate. Tabrizier refusa d'y sacrifier à son tour. Les Danoises étaient de grandes blondes, bâties en force et habillées de tenues flamboyantes. Anne avait demandé à ces dames de divertir l'entourage de son frère. Elle avait organisé un amusement fastueux qui fut présenté dans la salle de bal. Tabrizier ne comprit pas grand-chose à cette mascarade orientale, mais les seigneurs danois furent enchantés, surtout quand les bandits chinois arrachèrent les jupes des jeunes filles qu'ils avaient capturées. La fête se poursuivit tard dans la nuit.